Rayez de votre mémoire les vieux codes de la diplomatie. Dans la nuit du 3 janvier 2026, en quelques heures à peine, tout l'héritage stratégique du XXe siècle s'est effondré comme un château de cartes. Là où Vladimir Poutine s'enlise depuis 4 ans, Donald Trump lui a frappé juste et vite une action militaire fulgurante, précise, violente et surtout gagnante avant même que le monde ne comprenne ce qui se passait. Nicolás Maduro, symbole d'une défiance obstinée envers Washington depuis 10 ans, a été extrait de son palais de Caracas sans ménagement, transporté comme une marchandise banale, puis expédié vers une cellule new-yorkaise. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, il ne s'agit pas simplement d'un pouvoir qui tombe, mais d'un avertissement soigneusement adressé à Moscou, Pékin et Téhéran. En paralysant l'armée vénézuélienne et en coupant net les réseaux d'influence construits par la Russie et la Chine, dans la région, les États-Unis viennent de restaurer leur domination totale sur l'hémisphère occidental. Mais pendant que certains sabrent le champagne à la Maison-Blanche, le reste du monde retient son souffle, parce qu'en franchissant cette ligne, celle de l'enlèvement pur et simple d'un chef d'État en exercice Washington, vient d'ouvrir une boîte de Pandore dont personne, absolument personne, ne peut prédire la sortie. Depuis la chute du mur de Berlin, une ironie glaciale gouverne le monde. Les États-Unis se sont érigés en architectes d'un ordre mondial fondé sur des règles, tout en se réservant le droit d'être les seuls à les enfreindre quand bon leur semble. C'est le fameux « des règles pour toi, pas pour moi ». Washington peut condamner une invasion tout en lançant l'assaut sur Bagdad ou Kaboul. Elle peut vanter les mérites de la justice internationale tout en menaçant d'envahir les Pays-Bas si la Cour pénale internationale de La Haye osait un jour juger un soldat américain. C'est ce que l'on appelle non sans humour noir le Hague Invasion Act. Mais attention, jusqu'ici, il restait un noyau dur de règles que même l'Amérique n'osait pas piétiner. Des lignes rouges invisibles qui maintenaient une forme d'équilibre précaire. On ne vole pas le territoire d'autrui pour l'annexer. Contrairement à ce que Poutine a fait en Crimée, on n'utilise pas l'arme nucléaire. On ne détruit pas les satellites des autres dans l'espace. Et surtout, il y avait cette règle de décence stratégique. Quand on renverse un gouvernement, on ne repart pas en claquant la porte. On assume le chaos que l'on a créé. C'est ce que l'on appelle le nation building. Ce qui se passe avec Maduro change la donne. Pour la première fois, les États-Unis ont agi comme un commando, pas comme une force d'occupation. Ils ont frappé, enlevé et se sont retirés, laissant derrière eux un vide immense, sans prendre la moindre responsabilité pour la suite. En faisant cela, ils n'ont pas seulement brisé une loi, ils ont changé la nature même de la puissance. Nous allons voir dans un instant pourquoi ce hit and run géopolitique est bien plus dangereux qu'une guerre d'occupation classique. Car si la superpuissance n'a plus besoin d'assumer les conséquences de ses actes, plus rien n'arrête ses impulsions. Quand les États-Unis choisissent de ne pas piétiner certaines normes fondamentales, ils ne le font pas par pure bonté d'âme. Ils le font pour garder un levier de contrôle unique sur le reste de la planète. En restant les garants de ce petit noyau de règles intouchables, Washington s'assure que 23 des 30 économies les plus puissantes du monde resteront ses alliés. C'est un club très fermé où l'Amérique est le videur. Si vous respectez les règles du club, vous profitez de sa protection et de sa puissance financière. Historiquement, tout le monde savait que la CIA ou le département d'État essayaient d'influencer les élections au Myanmar ou en Géorgie. On se disputait, on expulsait des diplomates, mais on restait dans le domaine du soft power ou de l'ingérence occulte. La vraie ligne rouge, c'était l'acte de changement de régime imposé par la force brute à la vue de tous. Pourquoi ? Parce que dans l'ancien modèle, envahir un pays signifiait en devenir le propriétaire légal et moral. Si vous cassiez le gouvernement, vous deviez payer pour les pots cassés. C'est ce que l'on appelle le nation building. Les États-Unis ont payé des milliers de milliards de dollars en Irak et en Afghanistan pour tenter de stabiliser, financer et reconstruire. Ce fardeau servait de garde-fou. Une puissance réfléchissait à 2 fois avant de débarquer dans une capitale si elle savait qu'elle devait ensuite gérer les égouts, les hôpitaux et l'insurrection pendant 20 ans. Ce système, bien qu'imparfait, maintenait une façade. L'agresseur devait assumer le coût de son agression. Mais avec l'opération sur Caracas, Trump vient d'inventer la guerre sans service après-vente. Le problème de l'opération du 3 janvier ne se limite pas à Caracas. Le vrai danger, c'est ce qu'elle déclenche par effet miroir.
En agissant ainsi, Washington vient de réécrire le manuel d'engagement pour toutes les autres puissances mondiales. Et dans ce nouveau monde, l'Amérique n'est plus l'unique arbitre. Trump pousse le monde vers ce que les experts appellent la multipolarité brute. C'est un retour au 19e siècle, mais avec des drones et des armes nucléaires. Le principe est simple, chaque grande puissance définit sa propre sphère d'influence. C'est son terrain de jeu, sa chasse gardée. Si vous êtes un pays faible situé dans l'orbite d'un géant, vous n'êtes plus un État souverain, vous êtes un pion. En 4 heures à peine, les États-Unis ont donné une réponse terrifiante à la question « Qu'est-ce qu'une puissance peut se permettre dans sa sphère ?» La réponse est désormais tout. Frapper une capitale. Oui. Enlever un dirigeant élu. Oui. Installer un remplaçant docile. Oui. Extraire les ressources, le pétrole vénézuélien sans aucune responsabilité pour le chaos qui suit? Absolument. Le plus dérangeant, c'est que Washington explique maintenant au reste du monde que personne n'a le droit de critiquer, mais en faisant cela, elle offre sur un plateau d'argent le même droit à Poutine en Ukraine ou à Xi Jinping en mer de Chine. Si la première puissance du monde décide que la souveraineté est une option facultative, elle donne le feu vert à tous les autocrates de la planète pour faire de même chez leurs voisins. Il faut comprendre que ce qui vient de se passer n'est pas une simple péripétie diplomatique. C'est un signal qui fracture un consensus vieux de 35 ans. Jusqu'ici, les États-Unis utilisaient leur poids pour empêcher que certaines limites ne soient franchies par les autres. Et s'ils les franchissaient eux-mêmes, ils s'efforçaient au moins de faire semblant de payer le prix politique. Pour les pays vulnérables, ceux qui n'ont pas d'armes nucléaires ou d'armées de millions d'hommes, il existait un amortisseur, le coût de l'occupation. Obliger une puissance à stabiliser le terrain à faire du nation building, c'était la forcer à calculer le risque de l'insurrection. Imaginez la différence. Avant, une puissance hésitait à envahir car elle craignait de s'enliser dans une guérilla pendant 20 ans. Pensez à la résistance ukrainienne préparée avant 2022. Aujourd'hui, le modèle Trump propose d'entrer, d'éliminer les dirigeants qui dérangent et de repartir avant même que la première bombe artisanale n'éclate. C'est là que le jeu change. Avant, on se battait à coups de désinformation et de manipulation électorale. Un pays pouvait survivre à cela, garder un semblant de souveraineté. Mais si l'option par défaut devient l'extraction physique des candidats, que l'on n'aime pas, le monde ne joue plus au même jeu. Si les conséquences disparaissent, que reste-t-il au petit pays ? Rien sinon l'espoir que le dirigeant de la capitale voisine soit de bonne humeur ce matin-là. Ne restons pas dans l'abstrait. Ce nouveau droit de frappe unilatérale est déjà en train de faire trembler des capitales entières. Regardez du côté de Moscou. Dans un monde où Washington s'autorise tout dans sa sphère, qu'est-ce qui empêche Poutine de durcir encore le ton en Géorgie, en Moldavie ou au Kazakhstan? Si l'Amérique ne se sent plus obligée de respecter les règles, pourquoi la Russie le ferait-elle? Et l'Ukraine? Si la contrainte morale disparaît qui peut garantir que Moscou n'ira pas jusqu'à l'usage d'une arme nucléaire tactique pour obtenir ce qu'elle veut au nom de sa sphère d'influence. Tournons-nous vers la Chine. Imaginez Pékin montant une opération éclair façon Caracas pour faire disparaître le président des Philippines ou de la Corée du Sud. Jusqu'ici, un tel acte aurait déclenché une réponse militaire immédiate des États-Unis. Mais dans ce monde multipolaire, Trump préférera-t-il protéger Séoul ou préserver son propre droit de frapper qui il veut en Amérique latine sans que la Chine ne s'en mêle? C'est le grand troc des souverainetés qui commence. Et je ne parle même pas de Taïwan qui devient plus que jamais un point d'interrogation brûlant. On peut détester Nicolás Maduro. On peut se réjouir de voir tomber un régime qui a affamé son peuple. Mais la manière dont il a été sorti exfiltré les yeux bandés sur un navire de guerre marque un point de non-retour pour l'humanité. En abandonnant sa propre ligne dans le sable, Washington a transformé le monde en une arène où le plus fort a toujours raison, sans aucune obligation derrière. Maduro n'est qu'un homme, un symbole qui s'efface. Mais le système qu'il a emporté lui est en train de redessiner un siècle où la sécurité n'est plus un droit, mais une permission accordée par la puissance la plus proche. 2026 ne sera pas l'année de la paix retrouvée, mais celle de la multipolarité sauvage.